on parle d'appropriation du vivant, quels sont les outils juridiques dont on dispose pour s'approprier le vivant et de quelle manière on peut le faire? Peut-être, avant de rentrer plus dans les détails, moi je poserais une question un peu toute simple. Moi, il me semblait qu'on ne puisse pas breveter le vivant. En Europe, la Convention sur le brevet européen permet qu'une séquence génétique soit brevetée, même si elle existe à l'état naturel. Ce verre, j'estime l'avoir inventé et que je vous ai présenté ce verre, il n'est plus nouveau, donc je ne peux plus avoir de brevet là-dessus. Donc dans la plupart des domaines, c'est assez simple. En biotechnologie, c'est comme ça, quelque chose qui existe dans la nature, qui existe à l'état naturel, c'est l'état développé, peut être projeté. Du coup, c'est pas la plante qui est brevetée, c'est une information numérique. Alors, dans la mesure où on identifie donc, une séquence génétique, on va dire, qui exprime une certaine protéine, on peut déposer une demande de brevet qui va revendiquer la séquence en tant que telle, qui exprime, qui est reliée à une fonction. On va revendiquer la protéine, mais c'est la loi. Et donc, je peux revendiquer une protéine, je peux revendiquer un procédé d'obtention de cette protéine. Je peux revendiquer une nouvelle utilisation de la protéine, si cette protéine est connue pour, si elle est ingérée par exemple par des insectes, tuer l'insecte, et ben je peux découvrir, j'invente une autre fonction, je peux revendiquer la nouvelle utilisation de cette protéine. Donc la nouveauté dans les brevets, c'est pas uniquement la nouveauté du produit en tant que tel, structurel, c'est pas une nouvelle utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avènement des brevets de biotech a été permis beaucoup grâce aux sociétés pharmaceutiques. C'est-à-dire que les sociétés pharmaceutiques, elles protègent des molécules chimiques depuis très très longtemps, d'accord, depuis le milieu du XXe, même avant. Et quand les biotech ont déboulé, elles étaient les plus intéressées dans cette histoire, parce qu'elles se rendent compte qu'avec les biotech, on pouvait développer des médicaments. Et finalement, une molécule d'ADN, c'est juste une molécule chimique très très longue. Mais c'est pareil, c'est des atomes, des carbone, d'oxygène. Mais on ne peut pas décrire une molécule d'ADN comme on décrit une molécule chimique dans une demande à brevet, c'est pas possible. Donc on a codifié ça. D'accord, c'est des lettres ATCG, enfin, ça a été fait avant que les demandes de brevet soient déposées évidemment, mais les demandes de brevet, effectivement, la revendication, c'est séquences génétiques, numéros, elles ont des numéros, on liste des séquences, on fait une référence à une liste de séquences, et ces séquences sont effectivement associées à une fonction, mais c'est une suite de séquences, donc c'est effectivement une information génétique. Ouais. Si moi, dans mon laboratoire, j'ai identifié, on va prendre un exemple très simple qu'on connaît depuis longtemps, on va dire que j'ai découvert la séquence de la molécule d'insuline. L'insuline, il y a pas beaucoup d'acides aminés, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'acides aminés d'insuline. Je dépose un brevet sur la molécule d'insuline et je dis effectivement que si cette séquence me permet de produire une protéine via des bactéries, je peux vendre ces protéines et quiconque utilisera cette protéine synthétique sera contrefacteur du brevet. Mais je peux aussi revendiquer toutes les molécules qui sont à peu près de la même séquence, mais qui diffèrent de quelques acides aminés. Et cet exemple d'insuline, c'est ça. Moi, si je rédige un brevet sur l'insuline, le patron me dirait, tu rédiges large. Donc, je rédigerais un brevet qui couvrirait toutes les séquences possibles, avec toutes les variantes possibles pour couvrir cette molécule, pour prendre la plus grosse part de marché sur ça. Mais du coup, là, je poserais la question plutôt à Guy. On a bien compris, enfin, je pense qu'on a bien compris que du coup, les brevets, ce sont des informations, une succession de lettres qui expriment une fonction, mais c'est complètement dématérialisé, mais ça a une conséquence sur le vivant, parce qu'à partir du moment où on peut prouver que cette séquence
est présente dans une autre plante, le brevet couvre cette plante-là. Donc du coup, quelles sont les conséquences pour les paysannes et les paysans? Et je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ces soi-disant nouveaux OGM qui ont été nouveaux, hein, c'est la même chose qui est remarquée différemment. Il faut quand même comprendre l'évolution des stratégies de l'industrie semencière. Quand on parle de type de propriété, bon, moi si j'ai une vache, bon, voilà, elle est dans mon étable, elle est à moi, mais bon, c'est un élément physique qu'on voit, ça m'appartient. Comme c'est pareil, elle est dans mon silo, elle m'appartient, et si je la vends, ben, il faut qu'on mette la vendre dans mon silo, quoi, c'est pas... Mais là, ce dont on parle, c'est pas un type de propriété sur des objets, sur des organismes, c'est un titre de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que c'est un titre de propriété sur la reproduction d'un objet. Et là, on n'est pas sur des titres de propriété sur la reproduction d'un objet, mais sur la reproduction d'organismes vivants. Et les organismes vivants, ils ont un truc vraiment con pour les propriétaires de propriété intellectuelle, c'est qu'ils ne se reproduisent jamais à l'identique. Alors, comment vous voulez avoir un droit de propriété sur la reproduction de quelque chose qui ne se reproduit jamais de la même manière? Au bout d'un moment, ça ne correspond plus du tout à ce que vous avez écrit, et donc ça ne vous appartient plus. Donc moi, quand un semencier me dit « tu n'as pas le droit de reproduire ta récolte », je dis « attends, tu racontes des conneries, c'est pas la tienne. Chaque fois que je reproduis mes plantes, elles sont différentes de celles que tu m'as vendues et de celles que j'ai semées, puisque les lois de l'évolution font que le vivant ne se reproduit jamais de la même manière. » Le problème de l'industrie qui vend des semences, eh ça a été d'interdire aux paysans d'utiliser la semence. Puisque moi, quand je produis ma récolte, surtout si j'ai à faire à des grandes cultures, c'est un petit peu plus compliqué pour des plantes bisannuelles en maraîchage. Enfin, ma récolte, c'est la semence pour la prochaine récolte. Et donc, comment l'industrie va m'interdire de reproduire ma semence, puisque c'est gratuit, le vivant, il est gratuit, et que l'industrie veut gagner de l'argent sur ce qui est gratuit. Tout simplement, l'industrie va dire, moi je vais décrire la plante qui n'évolue pas. Bon, moi j'ai jamais vu une plante qui n'évolue pas, mais ils y sont arrivés. Le problème il est là. C'est-à-dire que les sélections paysannes, nous on sait très bien qu'on travaille dans un monde qui évolue, on sait très bien qu'il n'y a pas deux terroirs les mêmes, on sait très bien que si nos plantes ne sont pas capables de s'adapter à des sols, à des environnements qui sont différents les uns des autres et qui évoluent d'une année sur l'autre. Donc si elles ne sont pas capables d'évoluer, on n'a pas de récolte. Donc on a toujours cherché, dans ce qu'on va semer, d'avoir suffisamment de diversité. Bon, s'il y en a une plante qui va tomber malade cette année parce qu'il y a un parasite, qu'il y a un pathogène qui arrive, celle d'à côté, elle n'est pas sensible au pathogène, mais j'aurai ma récolte. Et pareil avec le climat, pareil parce qu'on est dans un monde vivant qui bouge et qui évolue. Et le semencier, lui, il va dire, non, non, moi je fais des plantes qui sont toujours les mêmes. La fameuse variété homogène, c'est-à-dire toutes les plantes sont identiques. Moi, j'ai jamais vu des organismes vivants se reproduire à l'identique, mais bon, voilà, ils essayent de fixer ça. Homogène et stable, d'une année sur l'autre, soi-disant, elles se reproduisent de la même manière. C'est de la théorie, mais enfin, ils arrivent quand même à avoir un certain nombre de caractères, comme tu dis, phénotypiques, c'est-à-dire la couleur, peut-être la quantité de récolte, etc., qui seraient identiques chacun. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça n'importe quand, ils ont fait ça avec le développement de la société industrielle. C'est-à-dire à partir du moment où les plantes, on n'a pas cherché, comme ont toujours fait les paysans, à les adapter à des terroirs très différents des uns des autres, avec des évolutions climatiques, etc. Mais on a cherché à améliorer le vocabulaire. Bon, on a amélioré les plantes. Non, on les a adaptées au pétrole.
c'est-à-dire à l'engrais chimique, qui a remplacé les sols, qui a remplacé la vie du sol, et aux pesticides, qui a éliminé tous les organismes vivants gênants pour faire pousser ces plantes. Donc l'amélioration des plantes n'est que l'adaptation d'une diversité de plantes qui ont besoin de garder cette diversité et cette capacité d'évoluer à un monde industriel rendu stable et homogène par le pétrole, c'est-à-dire par l'engrais chimique et par les pesticides. Ça a été l'amélioration des plantes qu'on a connue jusqu'à la fin des années 90, essentiellement. Bon, il y a eu des évolutions avant, mais ça a été cette époque-là. Et justement, par rapport à cette première étape industrielle de l'agriculture, des premières révolutions vertes, deux outils juridiques. Le premier, il faut interdire aux paysans d'échanger leurs semences. Donc, vous ne pouvez commercialiser des semences ou bien les échanger à titre gratuit que si elles appartiennent à une variété. Alors, variété, soi-disant c'est varié, mais non, une variété homogène et stable. Toutes les plantes sont les mêmes et se reproduisent à l'identique. C'est vrai pour les voitures, mais ça n'existe pas pour les plantes. Mais bon, c'est la théorie et il faut s'appliquer à ça. Effectivement, si elles sont toutes adaptées aux mêmes engrais chimiques et aux mêmes pesticides, on arrive à les homogénéiser. Et un droit de propriété intellectuelle sur la reproduction de la variété homogène et stable. Et donc, le paysan n'a pas le droit de reproduire la propriété intellectuelle de l'industriel, sauf, bon, il y a eu les luttes paysannes, effectivement, on est arrivé à gagner le droit de reproduire une partie de notre récolte de la variété industrielle, mais à condition de payer des royalties. Ce qui a été nouveau, ça a été l'apparition de la génétique et du séquençage génétique. Parce que ce droit de propriété intellectuelle, le catalogue, donc, et la variété homogène et stable du droit d'obtention végétale, a un gros inconvénient, c'est qu'une fois sorti du champ, quand on ne voit plus la plante, les caractères où il y a des stades, ils n'y sont plus. Même dans le silo, ils n'y sont plus. Donc c'est un droit de propriété qui est relativement limité, qui est limité à une variété d'une espèce. Bon, c'est construit l'industrie conséquente là-dessus, mais bon, ce n'est pas extraordinaire. Avec la génétique, il est arrivé quelque chose de nouveau. On n'a pas déposé un droit de propriété intellectuelle sur la plante entière, non, sur un tout petit morceau. Chaque plante a des milliers de gènes. Hein. Donc on va revendiquer un titre de propriété, maintenant ils appellent ça une information génétique. Donc c'est même pas quelque chose de physique, c'est des lettres, comme tu disais, sur un écran de l'ordinateur. Il y en a des milliers dans chaque plante. Et ce droit de propriété intellectuelle, il protège toutes les plantes qui contiennent cette information génétique, et comme tu dis, exprime la fonction, donc la résistance à l'insecte ou à l'herbicide. Donc, on a un droit de propriété intellectuelle beaucoup plus puissant qui s'étend beaucoup plus. Mais surtout, le gène, bon, il y a pas mal de quelques fauchards parmi vous, vous savez tous comment on fait pour reconnaître du maïs BT. Hein, c'est exactement comme quand une femme enceinte va à la pharmacie, vous mettez un petit jus de maïs dans un tube à essai, et si ça change de couleur, c'est que le gène BT, il est là. Et donc, le type de propriété, on le reconnaît dans le silo, dans le camion, dans le bateau, dans le rayon du supermarché et jusque dans l'assiette des consommateurs. Donc on a un type de propriété intellectuelle qui est beaucoup plus puissant, qui va beaucoup plus loin. Et puis, il ne s'étend pas à une seule variété, il s'étend à plein de variétés de plusieurs espèces. Et il ne va pas se limiter à la zone géographique à laquelle une variété est adaptée, qui peut être une partie de l'Europe, on va dire, pour certaines variétés de maïs. Non, c'est sur la planète entière. Le brevet sur Roundup Ready, tolérance au Roundup ou PT, c'est sur la planète entière dans tout un tas de plantes. Et en plus, il va s'étendre aux variétés des concurrents. C'est-à-dire que mon concurrent qui a sélectionné sa variété homogène de stade, il a passé des années, etc. Moi, j'y mets un gène BT ou Roundup Ready dedans, il doit payer les royalties s'il veut continuer à vendre ses semences. Et donc, on a eu un bouleversement d'abord dans le monde industriel, extrêmement puissant,
Et ensuite, par rapport aux paysans, et aussi par rapport aux distributeurs, le fait qu'on a la marque au fer rouge de la propriété du semencier, pas simplement dans le champ du paysan, mais aussi dans la récolte et jusque dans l'assiette du consommateur. Alors ça, c'est arrivé au début des années 80, bon, l'époque des faucheurs, dont on a parlé, les années 90, mais la grande révolution qu'on n'a pas vu venir et dont on ne sait pas encore, on n'a pas vu encore les conséquences, mais on est en train de vivre cette réforme aujourd'hui. En 2000, on a séquencé la première espèce végétale, du riz. Je crois 7 ou 8 ans de travaux, des centaines de chercheurs, une dizaine de pays, des milliards de dollars. Voilà, on savait identifier un gène, mais bon, ça prenait quand même du temps. Aujourd'hui, 24 à 48 heures suivant le séquençage que vous faites, c'est des robots, c'est des machines, c'est même plus des personnes, quelques dizaines de dollars, et vous avez la séquence complète d'une plante. Et donc, si dans un premier temps, ce qu'on appelle l'amélioration des plantes, ça a consisté à envoyer des chercheurs, des instituteurs et tout, dans tous les champs de tous les paysans du monde, pour collecter ce qu'on appelle les ressources génétiques, c'est-à-dire des échantillons de semences. Ils en ont collecté plusieurs millions, je crois qu'il y en a 2,5 millions d'accessions identifiées dans les banques de semences. Qu'est-ce qu'ils ont fait les semenciers? Ils ont croisé tout ce qui pouvait se croiser. Bon, à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que faisaient les paysans, parce que bon, moi je n'avais pas l'habitude de croiser mes semences avec des semences de japonais ou d'Amérique du Sud. Les paysans, ils avaient un rythme relativement lent qui accompagnait l'évolution naturelle. Là, en 20 ans, 25 ans, ils ont tout croisé pour trouver la meilleure adaptation possible à l'engrais chimique et aux pesticides. Très bien. Ils ont avancé. Bon, ils n'ont pas fait que des choses intelligentes, parce que les engrais chimiques et les pesticides, c'est pas génial. Mais au bout d'une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années, et ça s'est passé à la fin des années 90, et ils sont au bout du réservoir. Il n'y a plus rien à croiser. Pour ceux qui ont... Ça se rappelle peut-être les années 60, hein, les années 60, on inventait un antibiotique chaque jour. Enfin, chaque semaine, il y avait un nouvel antibiotique. Et puis, bon, tout d'un coup, on n'a plus trouvé de nouveaux antibiotiques. Pourquoi? Parce que les antibiotiques, on ne les a pas inventés, on ne les a pas créés. Ils viennent des microbes. On arrive à cultiver à peu près 5% des microbes qui existent sur Terre, au laboratoire. Ben, quand on a eu fini de tout cultiver, on a pu trouver de nouveaux antibiotiques. Donc, on a commencé à dire c'est la fin des antibiotiques. Et puis, les antibiotiques, c'est mauvais. Ben là, c'est pareil, à la fin des années 80, 90, l'amélioration des plantes, il n'y a plus d'augmentation de rendement, c'est fini, ils n'arrivent plus à avancer. Et donc, ils ont dit, eh bien, le seul outil qui nous reste, c'est de modifier les gènes. Là, il y a eu la transgénèse, maintenant il y a les nouvelles techniques, donc là, on en a parlé hier, on ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, l'industrie, les nouveaux caractères des plantes, même s'ils bricolent des gènes, même s'ils séquencent des gènes, bon, il faut déjà qu'ils sachent à quoi sert chaque gène. Donc c'est pas parce qu'on les identifie, qu'on les numérise sur un écran d'ordinateur, qu'on sait à quoi ils servent. Mais ensuite, pour savoir quels sont les nouveaux caractères intéressants, c'est pas dans le laboratoire, c'est pas dans la boîte de pétri, c'est pas dans la culture de cellules qu'on va identifier que ça résiste à une maladie ou autre. C'est dans les champs des paysans. Et les plantes aujourd'hui qui s'adaptent aux nouvelles conditions de culture, aux évolutions du climat, aux évolutions des techniques agricoles, etc., n'apparaissent pas dans les laboratoires de génétique. Ils apparaissent dans les champs des paysans. Et donc, l'industrie a besoin de récupérer les connaissances, pas simplement les nouvelles semences sélectionnées par les paysans. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, si les 3/4 de l'agriculture mondiale est issue de semences paysannes, et pas de semences de l'industrie. Donc, peut-être chez nous, c'est pas grand-chose, mais au niveau mondial, il y a un réservoir immense. Ils ont besoin de nos connaissances. Parce que c'est nous qui identifions quels sont ces nouveaux caractères intéressants. Et aujourd'hui, l'industrie
c'est plus des agronomes qui travaillent avec des plantes, qui font des pinces à épiler, des croisements, etc., et des vraies plantes. Non, vous avez affaire à des informaticiens qui travaillent sur des écrans d'ordinateur. Merci. J'aimerais juste poser une autre question avant de revenir sur les autres conséquences sur les paysans. Donc là, on a bien compris l'aspect de biopiraterie, en fait, d'utilisation des ressources, des semences produites par les paysans. Mais du coup, j'avais une question aussi sur peut-être plutôt à Denis. De quelle manière ces outils de droit de propriété intellectuelle servent au complexe agro-industriel pour contrôler la filière agricole et alimentaire? Et ensuite. Plusieurs choses. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déposer un brevet, ça ne coûte pas si cher que ça. Oui, ça va coûter cher pour un inventaire indépendant. C'est quelques centaines d'euros en France. Au bout d'un an, on peut étendre ce brevet à l'étranger. Mais pour l'agro-industrie, déposer des brevets, c'est du quotidien. Non seulement c'est du quotidien, mais tous les mois, nous on le faisait chez Novartis, tous les mois on se réunissait avec le grand chef du service et on abandonnait les demandes de brevets, 10, 15, 20 par mois. Donc quand vous abandonnez une demande de brevet qui vous a coûté, certes peut-être quelques centaines, quelques milliers d'euros au dépôt, ça vous montre l'ampleur de votre portefeuille. Ce que je vous dis, c'est que les 3-4 gros semenciers qui sont des pharmaciens, au départ aussi, pour beaucoup, les vendeurs de pesticides, Bayer, Corteva, moins, mais bon, c'est quand même une industrie chimique, c'est des pharmaciens, ils ont des portefeuilles de brevets immenses. Et il y a peut-être quelques brevets qui ont intérêt au niveau industriel, des brevets majeurs. Alors, tout le monde connaît CRISPR. CRISPR, à la base, c'est pas l'industrie, c'est l'académique, mais très vite, l'industrie a récupéré des licences exclusives sur la technologie CRISPR. Donc l'industrie dépose des dizaines, des centaines de demandes de brevets. Il y a une étude canadienne l'année dernière, de 2021, du CIBAN, qui disait qu'il y avait aux États-Unis et en Chine 6000 demandes de brevets qui avaient été déposées et qui utilisaient CRISPR. C'est pas très précis, mais bon, ça veut dire que il y a quand même une espèce de forêt de droit sur les demandes de brevets CRISPR. C'est des centaines de brevets détenus essentiellement par Corteva, ce qu'on appelle des brevets d'application. Donc ça, c'est une façon de contrôler tout ça, et bien, c'est de déposer plein de demandes de brevets. Ça crée une insécurité juridique, ça crée un flou juridique, donc une insécurité juridique. Et pour faire vite, un agriculteur, un semencier artisanal, voilà, qui se dit, tiens, est-ce que je suis sûr de savoir où je mets les pieds? Il ne va pas demander à un conseil en brevet ou à un copain ingénieur agronome d'aller regarder le portefeuille de brevet de Corteva, de Bayer, de Syngenta et de KWS. La réalité, c'est pas ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte pas cher de déposer un brevet. Il y a des gens qui sont payés à faire ça uniquement. Leur boulot, c'est juste rédiger une demande de brevet. Et la réalité, c'est aussi qu'une demande de brevet, ça fait 15, 20, 30, des fois 200 pages. Sauf que ces grosses boîtes, elles ont des modèles. C'est-à-dire, le texte, il est prêt. Il y a juste des blancs dans le texte pour mettre la séquence, pour raconter un petit peu l'histoire de l'invention, ce qu'on appelle l'art antérieur. Et tout est prêt, quoi. C'est du, je ne sais pas quel est le terme, du copier-coller, enfin voilà, ce truc de rédiger de brevets qu'on faisait il y a 40, 50, 60 ans. Donc c'est ces ingénieurs qui passaient des heures, des jours à réfléchir à comment décrire leur invention et bien décrire que ce soit clair, que ça passe, etc. Ça enfin, dans ce secteur-là, ça n'existe plus. C'est vraiment leur porte-pièce. C'est ça que vous cherchez. Voilà, donc plus on a d'argent, plus on dépose des demandes de brevets, plus on crée un flou juridique, plus on contrôle les choses. Je schématise beaucoup, mais en gros, c'est quand même comme ça que ça se passe. Mais pas qu'en biotech, hein,
les semi-conducteurs, c'est pareil. Partout où il y a de l'argent, en fait, on dépose des demandes de brevets. Et quand on a du contentieux, du judiciaire, on a une batterie d'avocats qui vont pouvoir s'occuper de tout ça. Et là aussi, c'est le facteur économique qui joue. Ok, merci. Alors si j'ai bien compris, la stratégie des 4-5 semenciers qui contrôlent 60% des semences à l'échelle mondiale, c'est de déposer le maximum de brevets pour verrouiller un peu l'accessibilité de leurs concurrents et créer un flou juridique sur des informations séquentielles numériques, donc une suite de lettres sur un écran d'ordinateur qui exprime une fonction qu'ils retrouveront éventuellement dans les semences paysannes, et ils ont besoin aussi des semences paysannes pour renouveler leur stock de séquences numériques qui expriment telle ou telle fonction. Donc ça, c'est ce dont tu nous as parlé. Ouais, c'est vraiment répondre Guy, parce que je sais qu'il a bien parlé des DSI, et il a bien parlé de ça. Donc, si ça t'embête pas, Guy, je te laisse répondre. Je vais essayer de reprendre mon raisonnement. On a l'habitude de penser que les semenciers sont des gens qui travaillent à des pelles à épiler, des petits sachets là, qui mettent sur les fleurs, etc. Ça, c'était le siècle dernier. On a changé de siècle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait quand même quelques années. Aujourd'hui, vous avez des bases de données immenses qui ont été construites avec l'osmose, avec le fameux patrimoine commun de l'humanité, qui sont toutes les semences paysannes enfermées dans des banques de G. Donc, en l'espace, ça fait une quinzaine d'années, cette amélioration du séquençage génétique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils ont séquencé plus de 2 millions d'échantillons de semences. Ils ont les séquences complètes. Bon, c'est des lettres qui succèdent. Oui, il faut beaucoup de matériel informatique pour arriver à gérer ça, mais bon, qu'est-ce qu'on a à foutre des lettres qui succèdent sur un écran d'ordinateur? Pas grand-chose. Là où c'est intéressant, pour revendiquer un brevet, c'est quand on fait le lien avec quelques lettres et ce qu'ils appellent une fonction, c'est-à-dire la résistance à l'herbicide, à l'insecte, un champignon, tout ce que vous voulez. Et là, ils ont aussi constitué d'autres bases de données qui sont faites des connaissances traditionnelles. Alors, dites traditionnelles, nous, on n'est pas que traditionnels. Moi, j'ai appris le métier avec les anciens. Mais bon, je l'ai fait évoluer, et j'espère bien que mes enfants feront évoluer le métier. Et c'est vrai que nous avons, nous, paysans, des connaissances, et vous avez eu une belle démonstration hier après-midi, qui n'ont rien à voir avec les connaissances scientifiques, qui sont des connaissances, ils les qualifient d'empiriques. Bon, empiriques, ça c'est leur vocabulaire. Mais enfin, nous, on sait que telle plante, à tel moment, elle va résister à telle maladie, elle va pouvoir évoluer pour produire sa récolte, même s'il fait sec, alors que l'autre, même s'il y a une inondation, elle arrivera encore à produire une récolte. Et donc là, on a affaire à des gens qui ne voient jamais des plantes, qui ne voient que des écrans d'ordinateur, qui ont des moteurs de recherche extrêmement puissants, alors là, ça coûte des thunes, et ils vont croiser toutes ces informations séquentielles numériques, c'est-à-dire d'un côté, ce qui représente des gènes, jamais personne n'a vu un gène, ce n'est qu'une représentation imaginaire sur un écran d'ordinateur, quelque chose qui correspond à une partie de la réalité et qui n'est en aucun cas la réalité totale, et des connaissances de paysans qui disent dans telle plante, il y a peut-être tel caractère, donc vous allez dire que le caractère vient de ce gène. Je crois qu'il n'y a aucun caractère d'une plante qui vient d'un seul gène, ou alors ça dure pas longtemps. On l'a bien vu hier, c'est largement polygénique. Mais oui, ça n'a rien à foutre. Ce qui compte, c'est le fer rouge, la marque, le type de propriété, sur ce qu'ils appellent une information séquentielle numérique, c'est-à-dire une information génétique, une séquence génétique, une fonction. Et à partir de là, leur type de propriété s'applique à toute plante qui contient cette information génétique et exprime sa fonction, y compris les semences que nous, les paysans, nous avons données pour les mettre, pour partager ce patrimoine commun de l'humanité, puisqu'il reste en commun, donc on le partage, on l'a mis dans les banques de gènes, y compris nos connaissances. Et bien maintenant, on n'a plus le droit de réutiliser nos semences parce que simplement, ils ont identifié le lien
entre un gène et une séquence génétique. Et donc, ce qu'on se rend compte, ce qui se passe aujourd'hui avec cette réforme du droit des objets, c'est ce passage d'un type de propriété sur quelque chose qui est virtuel. La variété homogène et stable, ça n'existe pas dans la réalité, c'est virtuel, mais au moins c'est physique. On peut le voir, on peut le toucher, on peut le sentir, à quelque chose qui est totalement virtuel, que personne ne voit, mais qui leur permet de m'interdire de continuer à utiliser les semences que j'ai données. Peut-être pour illustrer, tu peux parler de l'exemple qu'Isabelle nous a donné hier avec Després et sa fameuse laitue résistante aux pucerons. Gauthier. Alors, l'histoire de Gauthier dont parlait Isabelle hier est instructive. Gauthier, c'est un semencier, petit semencier, il a une cinquantaine de salariés, il travaille beaucoup sur les potagères, il est à Avignon, donc il n'est pas très loin de chez moi. Bon, il travaillait quand même pour des maraîchers sous serre. Et l'INRA, qui est l'Institut national de la recherche agronomique, je crois qu'ils ont foutu un E maintenant en plus, je ne sais pas ce qu'il veut dire ce E, mais bon, c'est un autre. Ah ouais, c'est environnemental, tu veux dire. Oui, mais c'est vrai. Donc, avec une collaboration avec l'INRA, ils ont identifié dans des salades sauvages, celles qui poussent au bord de la mer en Bretagne, un caractère de résistance à un puceron qui attaque particulièrement les salades sous serre. En plein champ, on arrive à gérer ça, mais sous serre, c'est assez difficile. Donc, ils ont fait des grosses dents. Et Gauthier, il a vendu des salades pour les séristes qui résistent au puceron. Bon, c'est très bien, il y a le droit d'obtention végétale, il vendait ça, jusqu'au jour où un semencier un petit peu plus gros que lui-même, bien plus gros qu'un semencier hollandais, qui s'appelle Erik Zuen, lui a publié une demande de brevet. Ça ne veut pas dire qu'il a fait quelque chose. Il a dit qu'il allait séparer le gène de puceron d'un gène de nanisme des salades sauvages. Bon, personne ne vérifie. Hein. Les offices de brevet, ils ne vérifient pas ce que vous racontez. Hein. Vous racontez une histoire, si l'histoire leur plaît, ils vous accordent le brevet. Alors après, il y a des oppositions, effectivement. Là, il y a... Oui, effectivement, Gauthier a fait opposition. Il dit, mais attendez, moi, ça fait 20 ans, fait 10 ans que je vends ces salades, et il vendait ce marché français, espagnol, italien. Il fait opposition, Limagrin fait opposition, je crois que le troisième, c'était Syngenta. Et au bout d'un an, Gauthier se retrouve tout seul. Il n'y a que Limagrin et Syngenta, ils ont négocié des échanges de brevets avec Zuen, et donc ils ont retiré leur opposition. Et Gauthier, il a 50 salariés à payer, et puis quand il voulait vendre ses semences de salade à des maraîchers, des semenciers en Espagne et en Italie, ils ont dit, excuse-moi, mais Zuen, il nous a menacé en contrefaçon, donc on ne t'achète plus tes semences. Mais Gauthier, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait qu'il paye ses salariés. Il n'y a même pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement. Il a été obligé de retirer son opposition. Et le brevet est toujours valable, même si juridiquement il n'est pas valable. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas juriste, je suis praticien du droit. Le droit, c'est d'abord des rapports de force. C'est le plus fort qui gagne. Ça, bon, c'est une histoire qui date depuis les années 2010. Aujourd'hui, ça serait plus possible parce que, en fait, Zuen, il a fait que des croisements, et les croisements, aujourd'hui, c'est plus brevetable. À l'époque, on pouvait encore indiquer des brevets là-dessus. Mais on peut faire la même chose avec CRISPR-Cas9, avec toutes ces nouvelles techniques. Et c'est ce qui se passe en ce moment. En ce moment, ils n'ont pas encore poursuivi de paysans parce qu'ils utiliseraient une semence qui aurait fait l'objet d'un titre d'un brevet avec CRISPR-Cas9. Ça va venir, mais pour l'instant, on est d'abord dans la restructuration industrielle. Aujourd'hui, 5 multinationales détiennent 60% du contrôle du marché mondial des semences. Une seule société, Corteva, on l'a cité tout à l'heure, détient le monopole de toute utilisation de la fameuse technique CRISPR-Cas9 pour les plantes.
Et donc, même les petits semenciers, même les moyens semenciers comme Jacques Zuel, ils sont coincés. Parce qu'ils disent ce qui est cher, ce n'est pas les nouvelles techniques. Ce qui est cher, c'est l'accès aux droits de propriété intellectuelle pour les utiliser. C'est-à-dire que les billets de brevet dont tu as parlé, tout à l'heure, ce n'est pas des brevets qui sont exploités, ce n'est pas des brevets qui reposent sur des semences qui sont commercialisées. Non, c'est des brevets verrous qui sont là pour obliger les start-up ou même les concurrents assez importants, des Pressemences, les RHT, c'est des gros semenciers en France, ils disent nous on n'a plus accès à ça. C'est-à-dire que dès qu'ils vont, eux, inventer quelque chose, inventer, c'est des découvertes, hein, c'est pas des inventions, mais bon, ils vont déposer des brevets, ils vont se retrouver sous dépendance de ces milliers de brevets, de ces 4 ou 5 multinationales. Donc on a plus affaire à un outil qui permet un développement quelconque de l'agriculture ou quoi que ce soit. On a simplement affaire à un nouvel outil financier qui bloque toute évolution de l'agriculture. Puisque toute nouvelle invention, une fois, on va tomber entre les mains de 2 ou 3 semenciers, en sachant que ces semenciers-là n'améliorent plus rien du tout. Ils ont les mêmes variétés élites qu'il y a 25 ans. Ils ne font plus de nouveaux croisements ni quoi que ce soit. Ils manipulent quelques gènes. Donc il n'y a même plus ce qu'il appelle un progrès génétique. Progrès génétique, je vous l'ai dit, c'était l'adaptation aux engrais chimiques. Mais même ça, ils ne le font plus. Il n'y a plus aucun progrès agronomique quelconque. C'est uniquement des marchés financiers pour faire du fric avec des lettres sur des écrans d'ordinateur, c'est-à-dire avec la dématérialisation. Ok. J'ai encore une question, ensuite je vous passerai la parole, bien sûr. Quelles seraient les conséquences, en fait, pour un paysan, une paysanne qui se retrouve avec son champ contaminé par des semences, enfin par des gènes brevetés, que tu développes un peu le concept d'inversion de la charge de la preuve, ce genre de choses. Alors, il y a le problème de la contamination. Pour ça, il était connu, vous avez tous... Certains d'entre vous ont même pu voir Patrick Moisel, il est venu en France plusieurs fois, il a été ruiné parce que il n'utilisait pas de Roundup, mais ces champs de colza ont été contaminés par du colza Roundup Ready. Ça, c'est un gène manipulé qui vient contaminer mes cultures, quelle que soit l'origine transgénèse ou autre. Maintenant, la deuxième étape, ce qui arrive aujourd'hui, qui, je vous l'ai dit, ne concerne pas encore directement les paysans, c'est qu'ils revendiquent des droits de propriété intellectuelle sur ce qui existe déjà dans nos champs. Bon, on va dire, ça existe déjà. Ton bruit n'est pas valable. Quand tu l'as revendiqué, moi en fait, je pense souvent à cet exemple, quand j'ai acheté ma ferme, il y avait des pois chiches qui résistaient à un insecte que les gens à qui j'ai acheté et cultivé, ça venait de leurs parents, leurs grands-parents. C'est un pois chiche qui localement résistait tout seul à ces insectes. Mais comment je vais amener la preuve que ce pois chiche, que moi j'ai continué à le cultiver, résistait déjà à l'insecte parce qu'il avait le gène qui a été breveté avant la première revendication du brevet. Si vous voulez vous opposer au brevet en disant que ce n'est pas une invention, il vous faut amener la preuve que ça existait avant qu'il revendique le brevet. Moi, je n'ai jamais fait ça comme ça, génétique. Mon grand-père non plus. Puis je m'en fous. Donc je n'ai pas cherché à le faire. C'est des outils que je ne maîtrise pas. Mais même les petits semenciers, ils inscrivent des variétés homogènes et stables, ils ont refait le séquençage génétique. Donc même si Gauthier, ces salades résistaient déjà aux pucerons, on ne lui a pas contesté que ces salades résistaient déjà aux pucerons, mais il n'a pas pu démontrer que ça venait de la séparation du gène de nanisme du gène de résistance aux pucerons.
Il avait le gène de résistance au puceron, puisqu'il avait déposé un échantillon de semences. Il pouvait prouver qu'il avait déjà le gène de résistance au puceron, mais il ne pouvait pas prouver qu'il avait fait l'invention de séparer ces deux gènes l'un de l'autre. Et donc, le brevet intellectuel, il était valable. Donc, si vous voulez vous opposer à un brevet, normalement, c'est celui qui revendique la propriété intellectuelle qui doit prouver qu'il y a contrefaçon. Bon, on est tranquille avec un système comme ça. Par contre, il peut saisir la récolte. Ça s'appelle une saisie conservatoire. Et moi, s'il saisit ma récolte, c'est comme Gauthier pour lui vendre ses semences. Et moi, je fais faillite s'il saisit ma récolte. Donc à ce moment-là, il y a inversion de la charge de la preuve, et c'est moi qui dois prouver qu'il n'est pas fait de contrefaçon. Et ça, mais, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce procès qu'il y a eu avec Monsanto. Monsanto arrive avec des bateaux de soja transgénique dans les ports européens. Et à partir de là, on s'oppose à son droit de propriété intellectuelle sur la résistance au Roundup. Pendant 4 ans, les bateaux ont été immobilisés. C'était du soja qui venait d'Argentine. Monsanto a perdu son procès. Il savait qu'il le perdrait. Parce que le caractère de résistance au Roundup, dans la graine de soja, il ne s'exprime pas. Donc le brevet n'a plus lieu d'être. Le brevet n'a lieu d'être que dans le champ où on peut balancer du Roundup et que le soja résiste au Roundup, tolère le Roundup. Mais Monsanto, il n'a rien à foutre de perdre son procès. Pendant 4 ans, il a bloqué ses bateaux. Mais les paysans argentins, ils ont tous signé des accords pour payer les droits de licence. Son brevet n'était pas reconnu en Argentine parce que c'était la loi argentine à l'époque. Et depuis, il encaisse le royaume. Alors peut-être qu'il a perdu son procès, mais cette inversion de la charge de la preuve qui fait que c'est le plus fort qui gagne, c'est pas celui qui a raison qui gagne. La réalité du droit, c'est pas celui qui a raison en droit qui gagne, c'est le plus fort qui gagne. Donc cette inversion de la charge de la preuve, aujourd'hui, fait que c'est 3-4 multinationales qui contrôlent toute l'alimentation. Merci. Et Denis, tu souhaites... Oui, moi je veux... non, mais le sujet, compléter une chose que je trouve amusante, puis pour vous faire souffrir un peu. Donc, cette histoire d'inversion de charge de la preuve, on la retrouve dans la convention, c'est une convention sur il y a ce qu'on appelle le brevet européen aujourd'hui. Alors, c'est pas le brevet qui est délivré par l'Office européen des brevets, enfin, si, mais c'est le brevet unitaire européen. C'est le brevet délivré par des instances de l'Union européenne. Et donc, ils ont sorti c'est pas une convention, excusez-moi, je ne trouve pas le mot, un accord. Voilà, un accord. Et cet accord explique dans son article 54 et 55 ce que Guy vient d'expliquer. Et je voulais juste rentrer vous lire une clause que je trouve intéressante. Donc c'est l'article 55 sur le renversement de la charge de la preuve, dont il a parlé Guy, alinéa 2. C'est du droit, mais vous allez voir, vous allez comprendre la complexité du truc. Enfin, dans quelle situation complexe, plutôt, on se retrouve. Pas l'article, sinon je ne vous le lirai pas. Donc, cet article 55, alinéa 3, il dit que donc, le principe énoncé au paragraphe 1, le principe, c'est le renversement de la charge de la preuve, s'applique également lorsque la probabilité grande que le produit identique ait été obtenu par le procédé breveté et que le titulaire du brevet n'ait pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé pour le produit technique. Donc alors, en dépit d'efforts raisonnables, ça, tant qu'un juge n'aura pas décidé comment interpréter ça, tant qu'il n'y aura pas un certain nombre de décisions qui expliquent ce que veut dire en dépit d'efforts raisonnables, on ne sait pas ce que ça vient. Et ça vient directement du droit américain. Les Américains, ils utilisent le concept de reasonable effort. C'est un truc qui existe en droit américain, pas qu'en droit des brevets, dans plein de droits. Et il y a toute une jurisprudence derrière pour dire qu'est-ce que c'est un effort raisonnable pour démontrer quelque chose, en fait. Ça peut être en comptabilité, ça peut être plein de parties. Donc c'est un truc qui... enfin, moi, je vois ça, je pense à ça, peut-être que... un avocat me dirait non, c'est pas ça, mais moi, c'est un peu mon job quand même, c'était. Donc ça, je trouve ça assez amusant.
Mais ça va un peu foutre le bordel. Juste deuxième chose que je voulais dire rapidement, sur mais qui a trait à la question judiciaire aussi, c'est qu'en Europe, je vais essayer de faire vite, hein, il y a quelque chose qui s'appelle des procédés essentiellement biologiques. Je pense que vous en avez entendu parler. Il y a eu des décisions de la Grande Chambre de recours à l'Office européen des brevets. La Grande Chambre de recours à l'Office européen des brevets, c'est comme la Cour de cassation en France. Elle ne juge pas les faits, elle juge le droit. Elle dit est-ce que la loi est bien appliquée ou pas. Elle s'en fout des faits. Elle part des faits, mais elle s'en fout des faits. Et donc, je ne vous pas faire tout l'historique des grandes chambres de recours, c'est ces décisions, brocoli, poivron, etc., tomates. Et la dernière décision qui date de 2019, donc cette fameuse G8.19, dit que, alors avant cette décision, il y a des décisions qui ont dit ben, les procédés essentiellement biologiques, c'est pas brevetable. Bon, ça paraît logique, hein. Si on croise, on sélectionne, ben mais avant cette dernière décision, elle ne disait pas que les produits obtenus par ces procédés essentiellement biologiques n'étaient pas brevetables. Il a fallu attendre mai 2020 pour que l'Office européen des brevets dise OK, les procédés qui sont obtenus, les produits qui sont obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Sauf que elle a dit bon, on ne va pas pouvoir appliquer ça sur toutes les demandes de brevets antérieures qui revendiquaient des produits. On va appliquer ça à partir du 1er juillet 2017, peu importe la date, c'est parce que c'est le jour où le président de l'Office européen des brevets, c'est une raison purement administrative, a annoncé ce truc. La conséquence de quoi c'est ça? C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 300 demandes de brevets qui sont en instance à l'Office européen des brevets, donc c'est soit au stade de la demande, elles sont encore en train d'examiner, soit qui sont déjà délivrées, qui couvrent des produits essentiellement biologiques. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que jusqu'en 2037, vous me dites si vous êtes complètement perdu, mais ça veut dire quoi cette date de 1er juillet 2017? Ça veut dire que tous les brevets qui ont été déposés donc un jour avant, donc le 30 juin 2017, et qui revendiquent des produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, elles sont valables. Et un brevet, je vous rappelle que c'est 20 ans. C'est-à-dire que jusqu'en 2037, un breveté va pouvoir se présenter théoriquement, et ce sera mon dernier point, parce qu'en pratique, voilà, il y a des hypothèses à mettre, va pouvoir théoriquement se présenter devant un contrefacteur présumé en disant « Moi, j'ai un brevet européen valable qui couvre un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique. » Il pourra le faire jusqu'en 2037. C'est loin 2037. Dernière chose, en France, il y a cette histoire aussi de contamination fortuite. C'est-à-dire que si on se retrouve avec pour vite faire un OGM dans ses semences, etc., bon, il y a, le droit considère qu'il y a une contamination fortuite, sauf que il faut émettre des hypothèses par rapport à ça. C'est-à-dire que les grands semenciers, ils sont assez malins en fait. Hein. On les aime pas, mais ils ne sont pas complètement idiots. En tout cas, moi, si j'étais semencier, je me dirais bon, je vais attendre un peu avec ces nouveaux OGM. Là, je parle des nouveaux OGM. Je vais peut-être attendre un peu que ces nouveaux OGM rentrent sur le marché. S'ils rentrent un jour, enfin, c'est un peu notre crainte à tous, rentrent sur le marché, se développent pour attaquer avec mes brevets. Parce qu'avec un brevet, il vaut mieux, en tant que détenteur, attaquer quand il y a un marché déjà, pas toujours, mais dans ce cas-là, quand un marché déjà bien installé, parce qu'on va pouvoir dire, je subis un préjudice énorme en tant que breveté, donc je vais attaquer maintenant. S'ils attaquent trop tôt avec leur brevet, avec des brevets très larges qui couvrent des gènes natifs, les tribunaux vont peut-être leur dire là au brevet, ça couvre, c'est l'histoire de la portée dont on parlait avant, ça couvre beaucoup trop de choses. Ils risquent de voir leur brevet tomber, ou morceler, ou perdre certaines revendications de leur brevet. Si les semenciers attaquent dans 5 ans des gens qui exploitent leur invention, leur découverte, leur pseudo-invention, ils vont peut-être dire « Ouais, mais
On attaque aussi parce que finalement, ces semenciers, ces gens qui utilisent nos semences, les petits semenciers, ils savent ce qu'ils font. Ils agissent, ils sont contrefacteurs en connaissance de cause. C'est un concept juridique qui aggrave en fait notre situation. C'est-à-dire si on fait quelque chose en connaissance de cause, de bonne foi, enfin pas de bonne foi, justement en connaissance de cause, on sait qu'on tombe dans un brevet, et bien on va devant un tribunal, la baffe sera beaucoup plus grosse. Mais le problème, et là, en fait, vous l'aurez compris, j'essaie de faire un lien avec ce que nous propose cette proposition de règlement, de déséquilibrage. Le problème, c'est que comme ces gens-là ne sauront pas, donc, ces artisans semenciers ou ces agriculteurs ne sauront pas s'ils exploitent une semence brevetée, ben, ils pourront dire on ne fait pas ça en connaissance de cause. Donc tout ça, c'est un raisonnement que j'ai fait un peu tout seul dans mon coin, c'est une hypothèse que j'ai aimée. Et en fait, je ne sais pas comment les juges, dans 5 ans ou 10 ans, en France, et sûrement dans d'autres pays, vont se débrouiller avec ça. Voilà, et je suis désolé, l'ultime chose que je voulais dire, je passe au droit américain, mais vraiment j'en ai pour 1 minute. Ouais, après on va essayer de prendre des questions, on va faire des efforts raisonnables pour rester très bien. Oui, non, mais je vais très vite. Juste l'arrêt Bowman aux États-Unis, Cour suprême, super intéressant, qui a dit en gros, vous êtes contrefacteur parce que vos semences à Bowman ont été reproduites. En brevet, il y a un truc très simple qui s'appelle le concept d'épuisement du droit. Si je vends ce verre, j'ai un brevet sur ce verre, je le vends, la personne qui a acheté ce verre peut en faire ce qu'elle veut, elle peut le revendre 10 fois plus cher ce qu'elle veut. Moi, j'ai rien à dire. Parce que mon droit s'épuise. Aux États-Unis, ce fameux arrêt Bowman de la Cour suprême a dit ben non, en fait, vu que les semences se reproduisent, eh ben, votre droit il est infini sur toute la reproduction des semences. Voilà. Je voulais juste dire ça parce que ça montre comment tout ça peut être assez dévoyé, enfin, toute cette situation peut être assez dévoyée. Quelle est la procédure que le détenteur du brevet, je vais prendre l'exemple du pois chiche que tu disais, et comment ils font pour savoir? Parce qu'il faut... moi, je veux savoir quelle est leur procédure à eux pour venir saisir notre récolte. Aujourd'hui, il y a un outil très simple, qui ne coûte pas cher, que nous, les faucheurs, on utilise. C'est le tir réactif qui permet de savoir si un gène il est dans une plante. À partir de là, le gène de résistance au puceron, ils vont prouver qu'il est dans mon pois chiche, et c'est à moi de prouver qu'il n'est pas issu de leur invention. Alors, attends, il manque un élément essentiel. Aujourd'hui, on a une réglementation OGM. Et la réglementation OGM rend obligatoire la publication, accessible à tout le monde, du procédé qui permet d'identifier l'OGM et de le distinguer de toute autre plante, même qui contiendrait le même gène. Donc aujourd'hui, moi, je n'en ai rien. Parce que si ils m'attaquent, parce que je reproduis leur invention sur la résistance de mon pois chiche au puceron, ils ont publié le procédé qui me permet à moi, comme n'importe quel quidam, de distinguer mon pois chiche qui n'est pas issu de leur manipulation génétique, de le distinguer et donc de dire ce n'est pas une contrefaçon. Donc, pour eux, l'importance primordiale de modifier la réglementation OGM, en nous faisant croire que ce n'est pas des OGM, en nous faisant croire que c'est pareil que ce que fait la nature, et que donc ce procédé qui permet d'identifier et de distinguer leur invention de toute autre plante n'existe pas. En fait, c'est des gros menteurs, puisqu'ils ont revendiqué un brevet, et donc du moment qu'ils revendiquent un brevet, ils ont, eux, le procédé pour identifier les contrefaçons. Mais ce procédé, quand tu revendiques un brevet, fait partie du secret industriel. Tu n'es pas obligé de le publier. Et à partir de là, on a une commission européenne qui se permet de dire qu'il n'existe pas ce procédé. Alors qu'ils savent très bien qu'il y a des brevets. Il n'y a aucun nouveau OGM qui ne sont pas brevetés. Ils savent très bien que tous les détenteurs de brevets
Ils ont le procédé pour identifier les contrefaçons, mais ils acceptent que la même personne qui détient ce brevet et donc le procédé pour identifier la contrefaçon puisse prétendre que ce procédé n'existe pas. Et à partir de là, je pourrais être condamné. C'est pas encore passé. Et c'est tellement gros que ça ne passera pas. C'est-à-dire que là, on est en train de se faire peur les uns les autres. Ça fait du bien le samedi matin, ça réveille, on se fait peur. Alors, le dimanche. Dimanche matin, on se réveille, voilà. Mais en fait, c'est pas possible. Et même s'ils osaient faire un truc pareil, c'est évident que, bon, on sait faire, nous, hein, quand il y a du bordel dans un procès, quand c'est complètement injuste, etc. Bon, la Confédération paysanne, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Toutes les associations qui sont ici aussi, les faucheurs et tout, on se fait connaître comme ça. Leur machin, il ne passera pas. Mais si on ne dénonce pas, il passera. D'où les efforts qu'on fait pour dénoncer.